Donc l'opposition ne peut pas tenir longtemps dans un cadre pareil. C'est impossible. Et ça, c'est ce qu'il a préparé en fait. Le pouvoir, je l'aurai, et je vais m'installer, et j'aurai avec moi toutes les forces armées que j'ai créées. Voilà. Les cobras, les bébés noirs, les coulous noirs, et tous ces gens-là. Donc notre opposition, il faut le dire, n'existe que dans le terme d'opposition, c'est pas dans le terme des actions. Puisque Sassou n'a jamais autorisé qu'il y ait une manifestation de l'opposition au Congo. Dans aucune ville du Congo, l'opposition ne peut manifester pour pouvoir montrer qu'elle est en colère devant une situation donnée, mais créée par le pouvoir de Sassou Nguesso. Donc, la solution ne peut être que militaire. Il faut dire la vérité. Sassou est arrivé là par le moyen militaire. Donc il n'y a que des forces armées qui pourront le faire partir s'il y a des vrais officiers. Monsieur Fernand Eugène Lebello. Bonjour, bonjour professeur. Bonjour cher ami, cher frère aussi. À tous. Voilà, exactement. Nous revoici sur ce plateau de la chaîne Lumière du Congo. Tant l'actualité de notre pays fait couler de plus en plus d'encre et de salive. Voilà. Alors, professeur, depuis l'élection présidentielle de mars 2026, mars dernier, et depuis l'investiture de M. Denis Sassou Nguesso, on constate une chose. Le pouvoir, ou du moins M. Denis Sassou Nguesso, qui a pris la place de l'État et qui est devenu lui-même l'État, la République, et il concentre également toutes les institutions en sa personne. Et de l'autre côté, les populations pensaient, ou beaucoup de Congolais, croyaient que l'opposition, qui avait mis ses deux genoux par terre, allait se relever au vu des conditions, de la manière dont s'est déroulée cette élection présidentielle. On a vu qu'il y avait de l'abstention, on a vu qu'il y avait des fraudes, mais l'opposition peine à décoller ses genoux du sol. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? Bien. Mais c'est pas simple. Lorsque l'opposition que nous avons depuis toujours ne pèse pas lourd, par rapport au pouvoir tyrannique de Sassou Nguesso. C'est quand même un pouvoir armé, un pouvoir de cobra, un pouvoir de bébés noirs, un pouvoir de Kuluna. Donc ça fait vraiment un monde important pouvant donc s'aimer la terreur au niveau de la population. Donc l'opposition ne peut pas tenir longtemps dans un cadre pareil. C'est impossible. Et ça, c'est ce qu'il a préparé en fait. Le pouvoir, je l'aurai, et je vais m'installer, et j'aurai avec moi toutes les forces armées que j'ai créées. Voilà. Les cobras, les bébés noirs, les coulous noirs, et tous ces gens. Donc notre opposition, il faut le dire, n'existe que dans le terme d'opposition, c'est pas dans le terme des actions. Puisque Sassou n'a jamais autorisé qu'il y ait une manifestation de l'opposition au Congo. Dans aucune ville du Congo, l'opposition ne peut manifester pour pouvoir montrer qu'elle est en colère devant une situation donnée, mais créée par le pouvoir de Sassou Nguesso. Donc, la solution ne peut être que militaire. Il faut dire la vérité. Sassou est arrivé là par le moyen militaire. Donc il n'y a que des forces armées qui pourront le faire partir s'il y a des vrais officiers. Mais il n'y en a plus. Sassou a remplacé tous les vrais officiers qui étaient là, de formation militaire depuis l'école générale Leclerc, appelée l'école des cadets. Tous ces gens-là, voilà, ils ont tous mis hors d'état de nuire en le mettant à la retraite anticipée, tous.
Donc, il a le plein pouvoir, il fait ce qu'il veut. Et il a remplacé donc les officiers qui étaient importants, voilà, de carrière militaire depuis la base. Il les a remplacés par les cobras. Voilà. Au Bois, c'était l'ancien cobra, comment on appelle, celui qui était chargé de la police là, Dengue, c'était un cobra. Tout le monde, c'était des cobras que Sassou a fait progresser dans l'armée, en les faisant rentrer dans l'armée et en leur donnant des grades. Ce qui fait que l'opposition ne peut rien faire. Ne peut rien faire. Or que l'opposition, si elle avait vraiment la possibilité, en pensant que l'armée soutient le peuple, l'armée défend la nation, ça ne serait pas pareil du tout. Or l'armée actuelle, c'est une armée de cobras, de colonnes de bébés noirs. Donc ça ne soutient que Sassou Nguesso. Voilà pourquoi elle n'ose pas tenter cette aventure-là, parce que ils seront interpellés, ils seront maté et incarcéré sans aucun doute. La preuve, Mokoko qui était comme un candidat en 2016 a été quand même incarcéré. Qu'a fait l'armée? Mais rien, parce qu'il n'y a pas d'officier capable de sauver leur cadre militaire comme a été Mokoko au sein de l'armée. Donc il n'y a personne. Donc, que faut-il faire? Ben, la solution, pour moi, je dirais, il n'y a qu'un sursaut national. Sursaut national de tout le peuple congolais aujourd'hui, quand on voit que Sassou est en train de chasser les populations qui étaient du côté de Mpila, voilà, pour qu'ils libèrent leur logement, qu'ils ont construit, hein, pour qu'ils libèrent, pas la force. Et ceux qui habitaient à Mpila avec les explosions de Mpila de 1908, je crois, en 2008, je crois, ils ont tous dégagé de là. Ils savaient commencer par ça. Et par la suite, il est en train de le faire partir par la force. Il aurait donc remis un peu d'argent donc à certains, mais combien? Combien c'était pour les calmer? Mais la finalité, c'était pour qu'il libère le secteur en question et qu'il en fasse le sien. Donc, ces populations-là sont pour la plupart les gens de la région septentrionale. Ce sont les frères du Nord. Qui aujourd'hui sont en train de pleurer, quoi. Qui disent, mais ça sont des gens, yo ça le boy d'engeni, ou ça biso boy d'engeni. Tu peux aller ma parole, oh yo zo ben ça biso. Oh, quoi ça biso? Non, c'est une réalité. Donc il faut que ces gens-là qui sont en mécontentement aujourd'hui soient solidaires des autres populations du Congo pour pouvoir créer une force nationale qui pourra, voilà, se soulever contre la tyrannie exercée par Sassou Nguesso. Mais ça, c'est la vérité. Alors, mais justement, de ce que vous décrivez là, tous les Congolais, ça se passe sous les yeux de tous les Congolais. Oui. La société civile, l'armée, les religieux, les religions, les partis politiques, Oui. les leaders des partis politiques. Et puis depuis peu, on entend parler des élites. Bon, les élites en question. Ça se passe sous leurs yeux. Oui. Mais comment est-il possible qu'un homme comme M. Denis Sassou Nguesso, qui est un homme comme tous les autres, en apparence, comment a-t-on laissé un tel monsieur se frayer un chemin tranquillement sans lui faire barrage? Parce qu'on voyait très bien, parce que avec un peu de recul, on se rend compte que ce monsieur avait un projet, ou du moins il a un projet. Et c'est le seul apparemment qui semble réussir son projet. C'est-à-dire, il s'est dit, je vais y arriver, mais pour y arriver à mon objectif, atteindre mon objectif, il faut que je balaye, il faut que je nettoie le chemin. Il faut qu'il n'y ait pas d'embûches, qu'il n'y ait pas d'obstacles. Et pour cela, vous avez raison de signaler ici, quand il arrive aux affaires, il commence déjà à neutraliser l'armée, à asphyxier l'armée, en faisant quoi? En écartant, en envoyant à la retraite les vrais militaires.
les vrais militaires, des hommes et des femmes qui ont été formés dans les écoles, les écoles des armes, il les écarte. Parce que pour lui, ceux-là vont le contrer. Ils vont le contrer. Oh, bien sûr. Voilà, donc il les écarte. Et ceux qui, en politique, avaient aussi la langue forte, la langue dure, ben ceux-là aussi, il les a écartés progressivement au fur et à mesure. Aujourd'hui, monsieur semble se trouver au sommet, en quelque sorte, de la montagne, et il regarde en bas tout ce qu'il a fait, il se retrouve tout seul. Alors, comme il pense il croit se retrouver tout seul au sommet de la pyramide, il se dit, bon, maintenant, il est tout permis. Il a organisé les élections, personne n'en a voulu, il a forcé la porte, il est sorti victorieux, il a prêté serment, donc il a organisé son investiture, il a fait ça, et tout de suite après l'investiture, il organise un voyage en Russie, avec femme et enfants et petit-fils. Un voyage quasiment touristique, aux frais de l'État. Voilà. Et là, vous venez de citer quelque chose de nouveau. Ça se passe un pied là quand même. Oui. Ils sont en train de déguerpir, d'expulser les populations qui ont bâti là. Ils sont nés là, il y en a qui sont nés là, qui ont grandi là. Ils sont en train de les expulser de là. Sous prétexte d'agrandir le port, je sais pas, le port fluvial. Peut-être vendre le terrain à d'autres. Et quand ils demandent à ces populations de quitter les lieux, ces populations-là, c'est aussi parfois des fonctionnaires, des ouvriers, etc. Or, nous savons très bien la réalité des fonctionnaires. Ils n'ont pas les salaires. Les retraités n'ont pas leur pension. Mais parmi ces gens-là qu'on est en train d'expulser, on suppose qu'ils n'ont pas les moyens. Non, ils n'ont pas les moyens. Donc l'État sait très bien que ces gens-là n'ont pas les moyens, mais il les envoie où? Il les expulse de là pour les mettre où? Avec quels moyens? Et déjà, quand il y a eu les événements du 4 mars dernier, les explosions en question, est-ce que toutes ces familles ont été indemnisées? Non. Voilà, ils n'ont jamais été indemnisées jusqu'aujourd'hui. Non. Mais d'où leur vient l'idée? D'où vient l'idée à ce gouvernement? D'où lui vient l'idée d'expulser ces gens-là? C'est quand même de la folie. Bien sûr. Et c'est ce qui me laisse dire que finalement, Denis Sassou Nguesso, parce que quand même c'est lui le patron, hein, c'est lui le chef d'orchestre. C'est plutôt le bon Dieu. Voilà, c'est le bon Dieu. D'abord, il était déjà empereur, on l'a élevé au grade du bon Dieu. Il a le droit de mort et de vie sur les citoyens. Oui, bien sûr. Alors, il y a à ce sujet-là, justement, sur ce sujet-là, certains Congolais, pas seulement les Congolais, certains observateurs, décrivent Sassou Nguesso comme un fin stratège politique. Est-ce que vous, professeur, vous partagez cette analyse? Pas du tout. Comment? Mais parce que pour être un fin stratège, il faut avoir un parcours. C'est-à-dire qu'il faut avoir acquis des connaissances durant votre adolescence, depuis l'école primaire, l'école secondaire, etc. On acquiert donc des connaissances, soit par un métier, d'accord? On acquiert donc des connaissances. Mais quel est le parcours d'abord de Sassou Nguesso? C'est d'abord la première question. Il a fait l'école primaire. Ok. Il a eu le CEP, certainement. Il est rentré donc au collège. Mais c'était dans quelle classe? Donc, moi je sais que Sassou s'était resté en 5e, niveau 5e, mais de l'époque. Ok. Alors, à partir de là, il ne pouvait pas aller plus loin. Il pouvait aller peut-être en forme 4e, mais on pouvait conseiller les élèves qui avaient déjà un certain âge, c'est-à-dire ceux qui étaient plus vieux que d'autres, de passer des concours. Des concours soit de santé, pour être donc infirmier, ou d'être instituteur. Et lui, il a fait ce choix-là. Il n'a pas le brevet. Voilà pourquoi il est rentré à l'école normale de Delis, pour devenir un instituteur. Mais il n'en est pas sorti instituteur. Il n'a pas eu le diplôme du tout. D'accord? Mais contrairement à sa femme Antoinette, qui est passée par là, qui a eu la qualification d'institutrice. Donc elle a enseigné au Congo. Il y a des gens qui ont enseigné. Mais Sassou, personne ne pourra dire que... Moi, Sassou m'a enseigné, mais quand il était titulaire.
Bon, mais nous savons aussi que Sassou avait, par sa propre constitution physiologique, plusieurs tares. Alors, on parle de dyslexie, dysorthophonie, etc. C'est peut-être pas faux. C'est peut-être pas faux. Donc, il a été écarté de l'école normale, certainement pour tout ça, et il a été au chômage, ça aussi il faut le dire, et c'est l'appel lancé par le président Youlou et son vice-président Oupango pour recruter les Congolais pour entrer dans la jeune armée qu'il venait de créer. Et c'est comme ça que Sassou est rentré dans l'armée, dans les années 62 ou 61. Il est rentré dans l'armée à cette époque-là. Donc recruté. Une fois recruté, mais il n'est pas passé par l'école générale de Claire, hein, qu'on appelait par ensuite l'école de cadet. Donc, il n'est pas passé par là. Les fameux AET. Voilà, donc il n'a aucune formation militaire depuis la 6e jusqu'en terminale. Il n'en a pas du tout. Parce qu'il n'est pas passé par là. Donc, une fois qu'il a été recruté comme d'autres, il a été envoyé en stage, je crois que c'était en Algérie. Une formation rapide de quoi, de quelques mois. Une fois que tu as fait, c'est quand on te dit de faire, soit le parachutisme, tu essayes un peu de sauter depuis l'avion, mais lui, il en avait peur. Il avait peur de sauter, de se briser les deux jambes parce qu'il voulait les femmes. Mais il fallait qu'ils soient entiers, il fallait qu'ils soient beaux, il fallait qu'ils soient tellement entiers. Donc il n'a jamais utilisé le parachutisme. Donc il a le béret rouge par la face. Par la face. Mais c'est terrible. Donc il avait beaucoup de lacunes, beaucoup de complexes vis-à-vis de ceux qui l'encadraient en Algérie. Et c'est là-bas que Sassou a été recruté par le service secret français. Voilà. Et comme il ne pouvait pas s'exprimer, il ne pouvait pas prendre position, il a été donc, il s'est fait soumettre. Et c'est là qu'il a été donc recruté comme agent secret français. Et ça, beaucoup de gens le savent. Moi, je l'ai appris aussi. Moi, je ne le montre pas, moi, je l'ai appris. Donc, une fois qu'il est rentré dans l'armée, c'est-à-dire quand il est revenu, on lui donne le grade de sous-officier, hein, déjà d'office, sous-officier mais comme on l'a lu, il a nommé son petit-fils monsieur l'officier, le colonel, voilà. C'est pour dire que les grades, ça peut être donné comme ça gratuitement sans en avoir les compétences. Et d'ailleurs lui-même, il doit être général, je ne sais pas quoi. Écoute, il aura donc sauté quelques autres. Tous les grades, il les a sautés sous Mariam Gwabi. Il n'était pas général, il n'était même pas commandant. Et tout cela, c'est dans c'est dans ce calcul. Oui, dans le calcul, dans le désir d'être au-dessus, dans le projet d'être au-dessus de tout le monde. Voilà, de manière à écraser les gens sans vergogne. Mais c'est bien cela. C'est terrible quand même parce que ce monsieur, et là nous parlons de la personnalité de monsieur Denis Sassou Nguesso, nous en avons d'abord le droit et même d'abord le devoir, parce que nous constatons que le pouvoir politique au Congo-Brazzaville, ou du moins l'État, a été personnifié, a été personnalisé, et donc lui a pris la place de l'État et de toutes les institutions du pays. Donc nous avons le devoir quand même d'examiner la personne. Mais je continue de ce monsieur. Je continue donc de dire la vérité. Une fois dans l'armée, il va donc voir les officiers supérieurs de l'armée. Mais ils n'étaient pas généraux, hein. Ils n'étaient que commandants. Mousavakani. Le commandant Mousavakani. Le commandant Mouchaka. Ils étaient les deux officiers. Et comme par hasard, donc c'est dans le sud. Il s'est dit, oh, putain, mais en tant qu'il y a quelqu'un de sudiste ici, là. Mais il n'y a pas un au Kemba, là. Non, il n'y avait pas encore. Ah! Il s'est dit, bon, donc il va falloir que je me prépare. Hein. Ça, c'est pas bon, c'est quand même. Ils sont partout les sudistes, ils sont enseignants, ils sont médecins. Docteur Sabadelo, c'était quand même le premier médecin. Voilà, formé à l'époque coloniale. Donc,
Donc il s'est dit, mais ils sont partout, mais nous du Nord, mais qui on a? Mais ouais, mais ils sont quand même là, ils vont venir. Mais pour lui, non, il fallait rattraper ça. Donc il s'est fixé comme mission, c'est de créer, de créer une situation de sorte qu'il puisse faire émerger les gens de la région septentrionale. Les cadres de la région septentrionale. Voilà. Ouais. Et voilà pourquoi nous constatons aujourd'hui, depuis qu'il est là, à tous les postes de l'administration, il a mis que les gens de la région septentrionale. Partout. Au gouvernement. Au Bas-Pierre, qui est quand même mon ami d'école, hein, 5e, 5e. C'était au collège de Cheminade. D'accord. Donc, c'est une génération. Il a nommé au Bas-Pierre dans le général. Il a fait quoi? Il n'est pas passé par l'école de cadet, hein. Il était avec moi à Cheminade. D'accord. Il ne disait pas en faute de trop. Non. Mais ça, c'est la vérité. On a fait lycée Cheminade ensemble. 5e, 5. Donc Sassou n'a fait que se venger pour se dire que les sudistes ne doivent pas nous dépasser, alors que le blanc, quand il est arrivé, le colon, la région où il a atterri, d'après ce que j'ai appris, c'était les petites régions du sud. À Linzolo, pour créer donc l'église, la première église du Congo, c'était quand même Linzolo. Et c'est comme ça qu'ils ont pu donc recruter pour former les gens, pousser les gens à être prêtres, donc au séminaire. Voilà. Mais le Nord, c'est quand même loin par rapport à Brazzaville. C'est loin. Il n'y avait pas encore de bateaux pour pouvoir naviguer sur le fleuve Congo, mais là-bas. Donc c'était normal que les colons s'intéressent à ceux qui sont là pour pouvoir les faire avancer sur le plan de l'instruction. C'était ça. C'était pas pour dire que nous vous préférons. Non, il n'y a pas de préférence. C'était une situation qui s'était présentée à eux. On va vous former pour être le cadre qui vont remplacer le cadre colon. C'était ça en fait. C'était ça la démarche. Et puis il y avait quand même, je pense qu'il y avait aussi la notion de démographie. Oui, donc comment dirais-je, le sud du pays était plus peuplé. Le sud du pays plus peuplé. Bien sûr. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Bien sûr. Et le nord du pays était sous-peuplé par rapport au sud. Et donc évidemment, tout naturellement, il ne peut y avoir que plus de cadres là où il y a plus de monde que là où il y a peu de monde. Voilà. Là où il y a nous parlons de la reproduction. Là où la reproduction est importante, il y a plus d'individus. Là où la reproduction est quand même assez limitée, c'est le cas de nos frères du Nord. Exactement. Voilà. La reproduction a été quand même là-bas un phénomène certainement dû à des maladies soit vénérielles, soit maladies sur l'hérédité, qui faisait que il y avait un taux de reproduction qui était très faible. Contrairement à nous, pour le pays, dans tout le sud. Hein. Voilà. Mais Sassou, il a donc remis en place les siens, en leur attribuant tous les postes, et nous savons, moi j'ai un ami qui est malade, mais qui a reçu, je suis en train de suivre un peu comment va un peu sa santé. Il m'a envoyé toutes les ordonnances là. Il y a un examen qui a été fait dans un hôpital. C'est signé, hein. Sassou Nguesso. Non mais tu es fou quoi. Ouais, je te dis. Oh là là, ouais, non, je te dis pas, mais ce que j'ai vu là. Mais je vais retrouver ça tout à l'heure. Donc, ils ont créé des centres hospitaliers appartenant au Sassou. Des écoles appartenant au Sassou. Tout. C'est-à-dire que toutes les structures économiques appartiennent au clan Sassou. Ça n'a jamais été passé au Congo. Ça n'a jamais été comme ça. Ils sont partout. Et même ceux qui
permettre d'avoir les hangars pendant les fêtes de mariage et pendant les veillées, ça vient de la famille Sassou. Mais les structures d'événementiel. Voilà, c'est ça. La location des chapiteaux. Voilà, les chapiteaux, voilà. Et surtout, c'est ce qui fait qu'effectivement, le gouvernement, ou du moins tous les courtisans du système, ben, ils passent leur fête tout le long de l'année, et ils passent tout leur temps à organiser des fêtes, les anniversaires, les naissances, et les machins, et en sachant qu'ils ont l'obligation de prendre en location, de louer les chapiteaux qui appartiennent aux entreprises de madame ou de la famille Sassou. Voilà. De la famille, tout appartient au Sassou. Tout. Alors, est-ce que c'est vraiment un pouvoir des Congolais? Non. C'est un pouvoir de Sassou Nguesso tout seul. Et sa famille et son clan. Donc, l'opposition, devant ce grand désordre-là, ne peut pas réagir s'il n'y a pas vraiment un appui du peuple congolais. S'il n'y a pas une réaction d'une force militaire. Et comme il n'y en aura jamais, elle ne pourra que observer sans force pour contrer le pouvoir de Sassou Nguesso, qui aujourd'hui occupe tous les postes de l'administration. Et toutes les entreprises qui sont au Congo appartiennent au clan Sassou. Même le pétrole congolais est géré par le clan Sassou. Donc ils font tout ce qu'ils veulent. Avec tout ça, avec le soutien de qui? Mais de la France. La France sait que Sassou c'est leur pion et qu'il n'y a que Sassou qui permet à la France d'extraire le pétrole congolais sans que le Congo ne regarde la quantité de pétrole qui est extraite dans le sous-sol congolais. Personne ne le sait. Quel volume? Mais combien de barres? Personne ne le sait. Et ça continue comme ça depuis. Tout ça, ça c'est pas un problème. Il suffit qu'on lui donne quelque chose, ben, il est content. Moi j'ai vu une vidéo où le président de Total Énergie est allé à Oyo pour rendre compte donc à Sassou du prochain puits mais qui a été décelé, je crois que soit de la partie septentrionale, pour dire que nous allons aussi ici le prospecter. On a vu qu'il y a du pétrole, donc on viendra donc l'exploiter. Donc nous voulons, pour vous le dire déjà, donc vous allez encore être plus riche qu'avant. Plus riche qu'avant. Et pendant ce temps, le peuple n'a rien. Mais alors, quand vous dites tout ça, professeur, on est quasiment tous d'accord là-dessus. Mais comment un homme décide un jour de devenir tyran? Bon, vous avez expliqué un peu qu'il y aurait certainement des raisons plus profondes que ce que nous constatons là. C'est peut-être pas forcément lié à des problèmes politiques, idéologiques et autres. C'est vraiment, ça pourrait aussi être lié, ce type de comportement qui part du haut, pourrait être lié à des frustrations personnelles, individuelles, oui, bien sûr, oui. Et qui finalement fait tache d'huile dans tous les corps de l'État. Alors, mais aujourd'hui, comment cette opposition politique, à votre avis, pourrait-elle parvenir à imposer l'alternance afin de permettre que le pays puisse entrer dans les lumières de ce que tout le monde appelle la démocratie, mais que moi j'appellerais le Kimuntu chez nous, pour que les biens du pays puissent profiter à tout le monde, bien sûr. Et pour que ceux qui gèrent le pays intériorisent la culture de l'intérêt général. Maintenant, aujourd'hui, je vous pose la question, comment l'opposition, telle qu'elle est là, en tenant compte justement que tout est verrouillé, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des pistes que cette opposition peut explorer pour envisager
la création d'une fissure qui entraînerait à l'alternance. On peut rêver, hein. Il n'est pas interdit de rêver. Voilà, ça te permet. Surtout les politiques, je pense qu'il faut qu'ils aient du rêve. Voilà, mais il faut rêver, il faut rêver. Oui. Non, c'est-à-dire que l'élite congolaise, celle qui est de Congo, hein, a été écrasée par Sassou, qui est quand même le plus, moi je l'appelle le plus grand cancre de sa génération. Le plus grand cancre, moi je dis la vérité. Celui qui n'a pas le diplôme qu'il faut, même le minimum, qui est donc le brevet, Sassou ne l'a pas. Mais celui qui est arrivé au sommet de l'État pour écraser tout le monde, même ce gars avait le plus grand diplôme. Donc l'élite congolaise a été écrasée par Sassou Nguesso, mais ça se voit. Comment les gens qui vont expertiser l'état de santé de Sassou sont incapables de déceler que Sassou c'est un psychopathe. Pour moi, Sassou c'est un grand psychopathe. Ah oui, quand vous parlez de ça, ça me fait penser donc à l'élection présidentielle. Quand il y a une élection présidentielle, les candidats doivent présenter quand même un dossier, et dans ce dossier, il y a un certificat médical. Oui, bien sûr. Et la question, effectivement, elle est sous-jacente. Oui. Mais comment ces médecins ont-ils pu délivrer un certificat médical de bonne santé à M. Denis Sassou Nguesso, Voilà. alors que tout montre que ce monsieur Mais ça, c'est la compétence. il n'est pas en capacité. Il n'est pas en capacité. C'est une complaisance. Voilà. C'est une complaisance. Voilà. Ça c'est un. Et complicité, mais moi je dirais même complaisance et complicité. Bien sûr. Deuxième élément, les juges. C'est quand même l'élite. Juges. Bien sûr. Voilà. Au conseil constitutionnel, un peu partout là. Sassou n'a jamais présenté son patrimoine. Alors qu'il est bien dit dans la Constitution, chaque président et même le ministre doit présenter leur patrimoine à l'entrée en fonction. Sassou ne l'a jamais fait. Et personne ne peut l'interpeller. Donc il est intouchable, lui. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est normal ça? Les magistrats devraient tous dire non, là il y a un problème. Il ne faut pas continuer comme ça. Nous démissionnons. Voilà. Si c'était des gens sérieux, vraiment, comme on dit, la vraie élite, qui sait raisonner, elle verrait, elle allait démissionner. Je ne sais pas ce qu'elle fait, cette élite-là. Elle est soumise. Donc les médecins qui doivent contrôler l'état sanitaire, l'état mental ou l'état physique de Sassou Nguesso sont complaisants. Les magistrats sont complaisants. Donc il reste qui? Mais les juges, enfin non, on a des juges en disant, tout le monde sait que c'est Sassou qui a fait assassiner Kambari Wabi. Ça a été dit à la conférence nationale. Il y avait un acte qui avait été pris à la conférence nationale de l'arrêter, de le juger et de savoir si c'était vraiment lui ou pas. Mais les éléments qu'on avait, ça ne peut être que lui, puisque c'était lui qui était le ministre de la Défense et le ministre chargé de la sécurité d'État. Donc personne ne pouvait rentrer mais sortir sans que Sassou ne le sache. Et puis même, lorsqu'on assassine le président de la République, donc le président Marine Wabi, et lui il est ministre de la Défense, est-ce que je sache? Oui. Mais la première des choses, c'est que le ministre de la Défense doit démissionner. Ah ben, il démissionnait, mais il avait son plan. Mais... Et s'il ne démissionne pas, et qu'on le laisse mener, soi-disant, les enquêtes, gérer quasiment tout, c'est que tout l'entourage, tout l'aéropage de l'élite, de l'armée, sans compromis, sans complice. Bien sûr. Sans complice. Et en dehors de l'armée, les partis politiques, tout le monde a laissé faire finalement. Il a fait peur aux gens. Il a fait peur, mais c'est ça. Il a terrorisé donc, tout le monde. Et donc du coup, les uns avaient peur, les autres se sont dit, ah, écoute, je préfère me mettre avec lui comme ça, au moins il j'aurai de quoi manger. Voilà, j'aurai de quoi manger. Donc c'est un peu comme ça. Donc, aujourd'hui, apparemment, il tient les élites. Il a toujours écrasé. Il tient les élites. Alors, si un peuple ne peut plus compter sur ses élites, mais à quel sein doit-il se vouer? Personne.
rien. À quel saint doit-il se vouer? Mais son bon Dieu, hein. Tout simple. Mais moi, je continue à croire que moi, je veux vraiment inciter me tourner toujours du côté des politiques, ceux qui prétendent être des hommes politiques. Oui. Mais il faut qu'ils prennent leur courage en main, parce que c'est ça aussi. Quand on se lance en politique, il faut être courageux. Oui, bien sûr. Il faut être courageux. On n'est pas courageux pour aller à la mort. Être courageux pour défendre les intérêts des populations. Absolument. Avoir le courage de dénoncer ce qui ne va pas. De dire ce qui Or là, nous avons des élites, des hommes politiques qui se disent, si je prends la parole, je serai le prochain à qui on va trancher la tête. Mais non. Mais non, vous n'en avez pas la preuve avant de poser les actes. Posez d'abord les actes et puis on verra ce qui va se passer. Ouais. Le problème, c'est que c'est aux hommes politiques, me semble-t-il, de rétablir, parce que là, la confiance, moi, je semble voir que la confiance a été vraiment rompue entre les politiques et le peuple. Oui. Et il faut rétablir cette confiance-là, et même la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle est déboussolée, elle ne sait plus où aller. Oui. Donc celui qui attise, celui qui secoue le plus fort un drapelet avec un billet de 1000 francs, la jeunesse va vers là-bas. Parce que, parce qu'il n'y a rien à côté. Donc il faut bien que l'opposition prenne son bâton de pèlerin et que les opposants prennent leur courage et qu'ils fassent le job. C'est pas simple. En tout cas, ce n'est pas simple, parce que tout est verrouillé, mais quand tout est verrouillé, je pense que il reste quand même le problème de... Voilà, si au niveau de l'infrastructure, tout est verrouillé, mais au niveau de la superstructure, c'est difficile de verrouiller la conscience, c'est difficile de verrouiller la vérité, c'est difficile de verrouiller la pensée. Donc peut-être que l'opposition aujourd'hui devrait faire un travail, celui qu'il n'a pas fait pendant les 5 dernières années, qui a permis à M. Denis Sassou Nguesso de balayer sa route tranquille et d'arriver à ses fins. Parce qu'il n'y a pas eu un travail de sensibilisation, de mobilisation et d'appel à l'action. Parce que tout le monde, beaucoup pensaient qu'après le hold-up électoral, l'opposition devait demander au peuple de se saisir de la question et de manifester partout où ils sont. Ça ne s'est pas fait. Parce que justement, les leaders politiques passent même sur les voies des ondes pour dire non, nous ne pouvons pas demander au peuple d'aller dans la rue parce que nous connaissons le régime, ils peuvent tirer. Mais non, on ne peut pas faire ça. Parce que quand les opposants tiennent déjà ce discours-là, comment dirais-je, ils injectent la peur au niveau des populations. Alors qu'il faut attiser la flamme de l'opposition. Je vais te répondre. Tu sais, l'élite congolaise, il faut distinguer plusieurs individus. Il y a des gens que moi j'ai connus qui sont rentrés au Congo pour aller travailler, qui n'ont jamais, qui n'ont jamais approché le pouvoir pour pouvoir exister. Donc ils ont été vraiment fait ignorer. Mais il y a ceux qui ont tout fait pour être récupérés par le pouvoir. Moi, je peux citer un nom. Celui qui était président de la SCI ici en France. Il critiquait donc, comme à l'époque, nous critiquions, nous, au sein de la SCI, le pouvoir de Ngouabi. Ngouabi et toute la clique. Mais c'est le même, quand il est rentré au Congo, qui a été avec Sassou. Ça veut dire quoi? Chacun ne va que midi devant ta porte. Et d'accord. On ne peut pas faire comme ça. Si tu fonctionnes comme ça dans ton esprit, ça veut dire que tu n'es pas mûr politiquement, ni mûr conscient dans ta conscience pour essayer d'apporter des solutions à toute la population congolaise. Et même africaine. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, mon frère. C'est pas donné à n'importe qui. Et aujourd'hui, cette personne-là, elle travaille où? À l'UNESCO. D'accord. J'ai pas envie de citer son nom.
Hein? Ils sont nombreux comme ça. Mais c'est un grand frère. Donc ils sont nombreux comme ça, mon frère. Comme ça. Ils sont nombreux. Que ce soit à l'intérieur du pays Voilà. ou au niveau Donc, dans l'Hexagone. Qui se sont aplatis devant Sassou Exact. pour vivre aisément. C'est le terme même qu'il faut. Ils se sont vraiment aplatis. Et puis, Sassou marche sur eux au gré de son humeur. Moi, je cite encore l'autre. L'ambassadeur du Congo en Suède. Ça dit quelque chose, toi? Non, aujourd'hui, quand même, il est décédé. André Ombessa. Ça, c'est des gens qui allaient prendre le pouvoir après la chute de Massama Deba. C'était comme des gens forts. Hein? André Ombessa, c'était des gens forts. Indra-Rai, tout à titre. Quand Marien Ngouabi a pris le pouvoir, ils se sont vraiment aplatis. Aplatis. Donc il fallait maintenant chercher à avoir les liens avec le pouvoir pour pouvoir vivre. Et puis, André Ombessa a été nommé ambassadeur du Congo depuis très longtemps en Suède. Il revenait au pays, il repartait, revenait au pays, parce qu'il était en complicité vitale avec Sassou Nguesso. Le pouvoir de Sassou Nguesso. Est-ce que c'est vraiment sérieux ça, l'élite congolaise? Non. Des cas comme ça, il y en a plein. Ndalagraï. Moi, j'ai vu Ndalagraï quand j'étais encore élève. On l'a amené à l'hôpital général. Donc, il était malade. Il était déjà accusé par le groupe Marien Ngouabi, Sassou, que c'était un bandit, que c'était un assassin. Il était malade. Donc, on l'a amené là. Mais c'était au triage. Il était sur fauteuil roulant, quoi. Et c'est le même Ndalagraï qui va être proche de qui? Du clan Sassou. Alors que c'était l'élite politique sur le débat quand même. Il va t'aplatir pour être dans les bras de Sassou Nguesso. Tu comprends? Mais pourquoi il a fui? Pour maintenant s'exiler ici. Parce qu'il y a eu un problème entre les deux. D'accord. Hein? Entre les deux, donc il s'est exilé ici. Bon, quand tu prends un autre cas, je t'ai cité, c'est quand même la vérité, ce sont quand même nos grands frères. Bambet Mbemba. C'est quand même lui qui a écrit la constitution, je crois, de 2002, je crois. D'accord. Il était avec Sassou, mais il allait danser, il était musicien avec la Kuala au bord d'un cours d'eau, là-bas au nord du pays, quoi. Mais c'était la belle vie, ça. Ok? Maître Mbemba. Et il a fini par aussi fuir le pays pour venir s'exiler ici en France. Il y a eu un problème avec Sassou Nguesso. Alors que ce sont des gens qui devraient vraiment faire de sorte qu'ils puissent déséquilibrer le camp de Sassou Nguesso. Ils ne sont pas parvenus. Parce qu'ils étaient sous contrôle de Sassou Nguesso. Donc pour pouvoir émerger, c'est ce qu'a fait Mokoko. Pour dire que je vais être candidat en 2016. C'était du culot. Mais il a vu comment il a payé ça. Mais cher. Ok? Il a osé parce que moi j'étais dans son parti dans les années 95. Il voulait être candidat à la présidentielle de 1997. D'accord. C'est-à-dire que pendant la présidentielle, entre le Souba et Pierre Mokoko, voilà, c'était vraiment... Donc c'était quelque chose qui allait se passer vraiment démocratiquement. D'où, comme on dit, l'éruption volcanique de Sassou Nguesso. On balaye dans le Souba et il n'y a plus eu d'élection vraiment démocratique. Et c'est lui qui s'est installé donc, depuis là. Donc, il faut du courage. Et le courage, il faut aussi être soutenu. Mais tous ceux qui peuvent avoir le courage. Mais si tu n'as pas un outil quand tu vas à la chasse, si tu n'as pas un bâton, si tu n'as pas un fusil, si tu n'as pas une lance, quelque chose, tu ne peux pas aller à la chasse. Hein. Il faut toujours avoir quelque chose qui te permet de te défendre. Si tu n'en as pas, mais tu peux pas. Donc
tu peux être très courageux, mais il faut qu'il y ait quand même des gens derrière. Quoi. Dire que, voilà. Donc, je reviens donc à ce que je disais. Ma question était justement de te pousser à parler des arrières. Hein. On ne peut pas aller comme ça affronter un tel monstre si on n'a pas du répondant, si on n'a pas de soutien derrière. Or, le soutien pour les partis d'opposition et non de l'espoir, ça ne peut qu'être le peuple congolais. Et comme je disais qu'il y a comme une déconnexion entre le peuple et les politiques en général, hein, y compris le pouvoir, y compris l'opposition, le peuple a l'air un peu... le peuple est coupé vraiment de ces pouvoirs-là, de ces leaders. Pourquoi je dis qu'il est coupé, que le peuple est coupé? En fait, le peuple est mis vraiment à l'écart. On prend l'exemple des gens qui vont travailler. Hein. Ils vont travailler, à la fin du mois, on ne leur paye pas, donc on ne les reconnaît pas. Mais c'est le peuple qui va travailler. Donc les retraités qui ont travaillé, qui ont épargné, qui ont cotisé, ils n'ont pas leur pension. Ça, c'est le peuple. Donc, mais je ne vois pas les partis d'opposition se mobiliser autour de ces questions-là. Donc, c'est là où je voulais en venir en disant, on peut embrigader, n'est-ce pas, les hommes, hein, physiquement, leur parti politique, mais on ne peut pas embrigader la conscience d'un peuple, d'un homme. On ne peut pas embrigader la vérité. Donc, je pense qu'il reste un espace pour l'opposition. Bien sûr. S'il en existe. S'il en existe, cette fois-ci, d'exprimer leur conscience, de laisser leur conscience s'exprimer, mais s'exprimer à l'endroit des populations. Parce que seule la population peut leur servir de cartouche, peut leur servir comment dirais-je, au lieu d'aller acheter les armes, voilà, peut leur servir de rempart. Donc, c'est ça, c'est ce lien-là qu'il faut créer. Mais ça, c'est les politiques qui doivent le faire. Bien sûr. Alors, je ne citerai que la première action que j'ai vue de l'opposition congolaise en interne à Brazzaville, la coalition là où vous avez mis ça dedans. Ils ont tenu une conférence de presse. C'est leur première action après l'élection présidentielle. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous croyez que c'est dans ce genre d'action qu'on va mettre fin à la dictature de Denis Sassou Nguesso, les conférences de presse? Voilà. Moi, je peux te citer l'exemple d'un ami, d'un grand frère, l'UPRN, de Joe Mathias, qui a toujours tenu des conférences sans fin. J'ai dit, c'est pas comme ça que tu vas prendre le pouvoir dans l'emploi. Tu as été avec Sassou, là. Tu as été au boulevard Magenta pour préparer le retour de Sassou de Camp du Soudan. Mais non, mais tu es rentré, tu as été son ministre de l'économie. Bon. Après, je sais pas ce qui s'est passé, bon, tu t'es mis un peu de côté. Mais tout ce que tu fais au Congo, les conférences de presse que j'ai vues, j'ai suivi, parce que nous, Congo Africa, on avait créé l'association Congo Africa sous la présence de Joe Mathias, parce que nous étions en communion avec le collectif des 17 qu'ils avaient créé. Donc nous étions, la diaspora, d'accord, ensemble donc avec eux, et en relation de façon permanente. Donc avec eux. Mais finalement, progressivement, on voyait que sur le terrain, il n'y a pas grand-chose, quoi. Des conférences en presse, ça ne donne rien du tout. Les gens qui allaient taper les casseroles, là. Donc alors, il fallait les aider. Il ne fallait pas les laisser seuls comme ça. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Allez les assister, allez donner un coup de main, et allez aussi les préparer pour qu'ils vous soutiennent aussi en temps de besoin. Ça n'a jamais été fait. Et ça continue d'ailleurs. Mais les retraités qui n'ont pas leur salaire aujourd'hui, enfin, mais qui n'ont pas leur pension, et puis ceux qui travaillent, mais qui n'ont pas leur salaire, et les étudiants qui n'ont pas leur bourse. Il y a des cas comme ça. Donc l'opposition devrait
créer une cellule dans chaque pays, dans chaque ville du pays. Une cellule. S'il n'y a pas un lieu où les gens peuvent aller se retrouver. Moi, je veux que tu surenchérisses sur ce point-là. Voilà. Parce que ça fait partie des solutions Mais bien sûr. à proposer à l'opposition. Mais bien sûr. Ceux qui n'ont pas su faire. Mais bien sûr. C'est exactement ça. Plutôt que de passer le temps à la conférence de presse, ça n'aboutit à rien. Ils en ont fait des milliers. Ça n'a pas changé grand-chose. Il faut créer des cellules, des bureaux de l'opposition dans chaque ville du pays. Avoir des militants qui seront informés par la direction nationale pour organiser aussi dans chaque ville un sursaut pour pouvoir prendre conscience qu'il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir peut-être s'agrandir et puis chasser ceux qui sont de pouvoir. Ça n'a jamais été fait. Non. Et si à Kinkala, il y a un bureau de politique, il y a jamais. Et ce gars, à Madingu, il y en a. Non, il y en a un Kaï, il n'y en a pas. Alors, tout, c'est à mon avis, et à mon avis, c'est pas partout, c'est dans les communes. Mais c'est pas ça, il faut émailler. Il faut une toile dans chaque ville, des ateliers, dans les villages, tous des ateliers, où on explique au peuple les vrais problèmes auxquels ils sont confrontés. On prend conscience là. D'où vient leur galère, leur souffrance, d'où vient la paupérisation de la population, d'où vient le dénuement, le manque. Et de temps en temps, un responsable descend dans chaque ville en question pour rencontrer tout le monde, pour essayer d'arranger, donner un peu la confiance. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre la veille de l'élection présidentielle ou la veille d'une échéance pour commencer à parler de choses. Les gens, ils ont déjà entendu autre chose. Surtout que le PCT, bon, ça c'est un travail qu'ils savent faire, hein, il faut le reconnaître. Peut-être que le PCT est partout. Il est partout. Et c'est pas le PCT de ce soir, c'est le PCT de Mariam Wami. Il n'a fait que usurper le PCT. Voilà. C'est pas le sien du tout. Ça c'est très important. Voilà. Et ça fait partie des stratégies que l'opposition devrait mettre en place. Il faut. Et puis faire la pression sur ce pouvoir sur des questions existentielles. Les salaires. Alors, écoutez, l'économie. Comment voulez-vous parler d'une économie dans un État si vous voulez, si les fondamentaux de l'économie ne sont pas mis en place. C'est quand même un problème. Parce que pour qu'une économie puisse fonctionner dans un pays, il faut qu'il y ait création des emplois. Donc il faut qu'il y ait des entreprises qui se créent. Le taux entrepreneuriat, etc. Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui travaillent. Qui produisent, et en retour, ils sont rémunérés, et avec cette rémunération, ils vont consommer. Bien sûr. Donc, c'est ça. Et il y a un marché qui est là, qui répond à la loi de l'offre et de la demande. Absolument. Donc, il y a donc un circuit, c'est circulaire. Il y a un circuit qui fait que si ce circuit-là est respecté et opérationnel, l'économie, forcément, elle fonctionne. On peut parler d'économie. Mais dans un pays où les gens vont travailler 60 mois, ils ne sont pas payés. Mais qui va consommer? Ils sont un peu motivés. Quoi. Voilà. Qui va consommer? Est-ce qu'il doit payer des impôts? Est-ce qu'il doit payer des taxes alors qu'il n'a rien perçu? Donc c'est un peu ça. Il faut expliquer aux citoyens. Voilà. Vous travaillez, vous n'avez pas de salaire. Vous savez pourquoi vous n'avez pas de salaire? Voici les causes. On explique aux gens. Et les gens vont se saisir de ça, vont dire, tiens, mais il y a un problème, il faut que ça change. Et on va au bout, vous leur faites comprendre que ceux qui sont aux affaires sont incapables de trouver des solutions à vos problèmes. Et d'ailleurs, non seulement ils sont incapables de trouver des solutions, mais ils sont la cause de vos problèmes. Donc, ce qui reste à faire, c'est de leur donner congé. Pacifiquement. Par la voie des urnes. Voilà, trouver un moyen, puisqu'ils ne veulent pas quitter le guidon, il faut trouver un moyen pour leur faire voter. Il faut trouver les moyens, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est terrible, hein. Bon, alors, puisque là nous parlons du national, mais notre pays n'est pas sur la planète Mars, elle est quand même au sol, hein. Et que pensez-vous de l'attitude, n'est-ce pas, de l'international?
On parle souvent de l'opinion internationale. Alors, quand il y a des guerres, des crises graves, avec des millions de morts, à ce moment-là, l'opinion internationale sort à sa tête. Alors que là, vous avez un pays qui est en détresse, et puis, on ne parle pas d'opinion internationale. Alors, l'opinion internationale, c'est pas mon problème. Prends-toi en charge d'abord. Comme on dit, chacun voit de dire à sa porte. Voilà. Parce que l'opinion internationale ne va pas intervenir quand on voit ce qui s'est passé quand même en Iran. Est-ce qu'il y a eu l'aide militaire visible pour aller soutenir le peuple iranien? Personne n'a rien vu, quoi. Sauf si peut-être secrètement, ça ne croit pas. Mais c'est eux-mêmes qui se sont vraiment montrés, qui s'étaient préparés. Donc, quand on dit chacun va midi devant ta porte. Voilà. Donc, prends-toi en charge toi-même pour pouvoir vraiment vivre. Ne compte pas sur les autres. Et les Congolais devraient aussi être conscients que Sassou a fait perdre l'espoir de tous les Congolais pendant des années, depuis qu'il est là, quoi. Moi, je dis que Sassou est là depuis, comme Marien Ngouabi l'a amené. Donc, depuis juillet 68, quoi, quand il a pris le pouvoir de Matama Diba. Bien sûr. Donc, je ne compte pas l'intervalle de temps de la conférence nationale et du mandat de Pascal Souba. Je ne compte pas ça du tout. 5 ans, sur la durée totale de Sassou, mais ça compte même pas les 5 ans. Il est toujours là. Donc on devait tous être d'accord que ce type-là, c'est lui qui a vraiment gaspillé le Congo, qui avait quand même un avenir vraiment radieux, un avenir important. Après Matama Diba, le Congo était un pays en avance. L'université où moi j'ai fréquenté, avec des sciences, il y avait des étudiants mais qui venaient d'autres pays, de la RDC, du Tchad, du Bénin, qui venaient étudier au Congo parce que le niveau était excellent. Le niveau d'enseignement était excellent. C'était Lissouba dans la fac des sciences, c'était Makani dans la fac des sciences, c'était Djibril en chimie, c'était Tchomambe en clé, tous ces gens-là étaient là même, lui-même, le président, il s'était fait même étudiant. Je peux te dire qu'il y avait de quoi vraiment acquérir des connaissances, quoi. Voilà. Mais si vous devriez demander quelque chose aux partenaires étrangers, qu'est-ce que vous leur demanderez? Ce que je pourrais leur demander, c'est de demander à la France de se désengager dans les ex-colonies. Or, la France ne s'est jamais désengagée dans les ex-colonies. La preuve, c'est la France qui soutient Sassou Nguesso. Ok? Or, ça, l'ONU devrait quand même avoir, par rapport à ce problème-là, un schéma de coupure de relations, mais par la force, par la décision même de l'ONU, qui dit que la France, vous continuez à exploiter les ressources minières du Congo, le peuple congolais n'a rien, nous le savons, nous vous demandons de rompre avec eux. Mais pourquoi l'ONU n'est jamais intervenu dans ça? Le Congo est membre quand même de l'ONU. Mais le Congo exploité par la France jusqu'à aujourd'hui, et l'ONU ne fait rien. On voit la misère qui est toujours permanente. Dans le marché, les produits alimentaires sont vendus mais sur la boue, quoi. Est-ce que c'est normal, ça? On sait que dans la boue, il y a quand même des germes. Est-ce que c'est normal? Et l'ONU fait quoi? Non, rien. Et l'OMS fait quoi sur le plan de l'hygiène? Non, rien. Donc tout ça, c'est pas normal. Donc le plan international ne sert à rien, sauf pour
entre eux vraiment grande puissance, quoi. Alors, vous dites que vous êtes en train de dire que l'opinion, plutôt nos partenaires étrangers sont complaisants dans l'affaire. Bien sûr, oui. Sont complaisants dans l'affaire. Complaisants et complices. Exactement. Oui. Complaisant et complice. Ouais. Parce que d'aucuns disent que le problème, un des problèmes de notre pays, le tort que nous avons, naturellement, c'est d'avoir du pétrole sous notre sous-sol. Et certainement que cela nous pose aussi beaucoup de problèmes. Et peut-être que c'est même le nerf de la guerre chez nous. Hein, parce que qui représente le mieux celui qui en tire profit, celui-là est protégé. Et puis bon, quelles que soient ses faiblesses et tout, on préférait qu'il reste là. Tant qu'il préserve les intérêts de la France. Bien sûr. Voilà. Est-ce que ça c'est pas un point que nous, Congolais, et même les partis politiques, les partis de l'opposition, ils sont toujours passés à côté de ce genre de questionnement. Parce que c'est important de poser le problème. Moi, il y a un ami qui m'avait dit tiens, Bello, je t'entends parler, tu parles beaucoup, est-ce que tu peux pas venir à l'UMP? Moi, quand j'ai commencé à me je me suis dit, bon, il fallait comme je rentre dans un parti. J'ai adhéré au PCF, Parti communiste français. C'était dans les années 2001. D'accord. J'ai dit, bon, je fais le bruit, je vais essayer. Moi, ma stratégie, c'était d'émerger pour parler du Congo, déjà. Pour parler du Congo. C'était dans le 95. Alors, je viens d'arriver, donc, j'ai attendu. J'ai vu que ça ne marchait pas trop bien. Quand j'ai quitté le 95, j'ai changé donc de département. Donc, le dernier président me dit, toi, on a été à une réunion, tout ça, j'ai vu. Est-ce que tu vas venir à l'UMP? L'UMP? Parti de droite. Ouais, parce que tout ça, c'est pas mal. Je veux vraiment t'expliquer ça. On m'a dit, ok, allez, viens. Il m'a expliqué, j'ai dit, bon, ok, moi j'adhère. Le projet était concret au sein de l'UMP, un groupe d'Africains pour pouvoir poser le problème des pays africains qui sont sous domination française. Ouais. C'était ça le plan. Voilà. Professeur Bello, ces derniers temps, certains de nos compatriotes pensent que finalement, tout étant vissé, tout ayant été verrouillé par le système, peut-être la seule chose qui reste, c'est de pousser le pouvoir à accepter une conférence nationale souveraine. Alors, il y en a qui appellent ça conférence nationale, deuxième conférence nationale, d'autres appellent ça conférence nationale souveraine bis, et puis d'autres parlent de l'alternance. J'ai eu l'occasion de discuter avec un de ceux-là, et je lui dis, mais conférence nationale, les conditions ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Hein? Autrefois, en 1991, il y avait le soutien du syndicat, il y avait l'armée qui avait pris fait et cause du peuple, hein, parce que voilà, il y avait l'église qui était là, par la présence du monseigneur Combo, mais aujourd'hui, vous n'avez pas l'armée avec vous, vous n'avez pas les syndicats avec vous, vous n'avez pas, je dirais même, vous n'avez pas l'église avec vous. Mais s'il refuse, puisque nous sommes en dictature, il me dit, s'il refuse, alors on passe à la désobéissance civile. Bien. Alors, il me dit, ou on organise, on met en place un gouvernement parallèle, ou alors c'est la désobéissance civile. Alors, vous, professeur, conférence nationale, deuxième conférence nationale, désobéissance civile, gouvernement parallèle, de tout ça. Alors, moi je dirais, deuxième conférence nationale, ça serait possible si et seulement si on avait des pouvoirs clairs au sein du pays, peut-être l'armée. Donc nous n'avons plus d'armée. L'armée,
c'est l'armée de Sassou Nguesso, avec ses cobras, ses miliciens, ses colonnes, etc. C'est pas l'armée, mais comme à l'origine, quoi. Bien. On n'a pas de syndicat. Avant, il y avait le syndicat qui était géré par Kwame Ngoma, ça n'existe même plus du tout. Donc, on n'a pas de force distincte pour pouvoir approuver cette démarche-là. Il n'y en a pas. Alors, donc on ne peut pas y avoir une deuxième conférence nationale, même si la première avait bien réussi, parce qu'il y avait des forces qui s'étaient vraiment dressées contre les autres. L'armée, avec Mokoko, et le syndicat, avec Kwame Ngoma. Et puis les confessions religieuses, oui, ça vient après. Mais l'époque politique, c'est pas ça. Or qu'aujourd'hui, créer les conditions d'une conférence nationale ne sont pas permises. Il n'y a rien, il n'y a pas d'appui. Il n'y en a pas. Ça soit tout contre là, tout verrouillé, donc il n'y en aura pas. Maintenant, sur qui on peut compter? Il y a certains qui disent il y a peut-être le bon Dieu. Bon, le bon Dieu il fait ce qu'il voudra, mais c'est lui qui choisit le moment, quoi. Mais ce moment peut être court ou bien long, vraiment dans le temps. C'est-à-dire attendre la mort de Sassou, peut-être maintenant ou bien au moment va dans le temps. Mais pendant ce temps, la misère va continuer, le chaos va toujours perdurer. Donc, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la grande question. Mais moi, j'ai toujours dit, quand on n'a pas les moyens de s'opposer à l'autre, il faut semer la terreur. Au niveau du monde, tous ceux qui se sont rebellés ont commencé par semer la terreur. Quand les Allemands sont venus en France, là, on a commencé à dominer, il fallait que les forces françaises libres commencent par plastiquer les rails pour semer la terreur. Semer la terreur. C'est ça qui fait douter ceux qui sont au pouvoir. Ils sont maintenant dans l'inquiétude, oh là, on commence à nous attaquer, donc il y a vraiment un vrai malaise. Mais tant qu'il n'y aura pas cette forme de rébellion et d'attaque clandestine, Mandela a fait pareil avec l'ANC. Donc c'est que les moyens qu'on a pour pouvoir montrer que nous existons, c'est seulement la terreur. Il n'y a que ça qu'il faudra prendre conscience à cela, attention. Si on ne peut pas contrer ça, ils vont vraiment continuer, donc il faut trouver des solutions. Les moyens existent. On n'a pas créé le monde maintenant. Tout existe, mais il faut y penser et dire comment le faire. Ok? Si on ne sème pas la terreur, ils seront tranquilles. Tranquilles, jusqu'à leur fin. Donc il faut trouver les moyens. Mais il faut qu'il y ait des gens pour penser, quoi. Pour penser, pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment ça se passe. Il faut qu'il y ait des gens capables. Dans le secret, il faut savoir une confiance. Mais si vous avez parmi vous des gens qui vous écoutent et une fois partis, donc ils vont livrer dans le plan, et il faut qu'il y ait pas une conscience qui sont. Tout le monde est perdant là-dedans depuis que ce fait là. Il faut trouver des solutions. Il n'y a que ces gens-là qui pourront mener des actions jusqu'au bout. Mais si ce sont des simples figurants qui vont venir après, qui vont dénoncer, vous allez payer ça vraiment chèrement. C'est vrai. Donc vous dites que les moyens existent et parmi ces moyens-là, il faut créer la terreur. Oui, bien sûr. Il faut créer la terreur. Oui. Maintenant, c'est aux hommes politiques, c'est aux populations, aux hommes politiques de s'associer au peuple pour imaginer comment dirais-je les moyens à utiliser dans la mise en place de cette terreur. Dans la prise, dans l'intelligence, sans s'exposer. L'imagination, voilà. C'est pas en plein jour, tout ça,
toujours la nuit, quoi, t'es pas en plein jour. Exactement, bien sûr. Non, c'est des choses qui sont faisables, hein. Les Palestiniens ont fait ça. Hein. Donc, les autres avaient les armes en face, et ils n'avaient que les petits cailloux jetés. Donc, donc il faut s'aimer la terreur. Et tant qu'on ne s'aimera pas la terreur. Il faut que les opposants politiques aussi tirent des leçons. Sassou Nguesso l'a fait. Il y a un député là, qui l'avait dit, un député du PCD qui avait dit, les Verts, Mouani, qui avait dit que du temps de Missoula, nous, on avait une mission de semer la terreur. On a semé la terreur pour que les populations se fatiguent, se dressent contre le pouvoir en place et qu'ils se disent, mais tiens, finalement, du temps de Sassou, c'était mieux. Voilà. Donc, voilà la stratégie que eux, ils avaient mis en place. Ils ont fait. Et qui a perduré. Et qu'ils ont du mal à mettre un terme. Les histoires de Koulouna, de Benoît et tout cela, c'est bien la prolongation de cette opération, de ce système de mise à feu de la cité. Voilà, pour déstabiliser et voir en place. Et justement, l'opposition politique doit penser à tout cela. Parce qu'il faut, l'intelligence, comme je disais tantôt, on peut embastiller le corps, le parti, le machin, mais on ne peut pas embastiller l'imagination, la conscience, la réflexion, les idées, la pensée. C'est pas possible. Et même, je peux même dire là, si ça soit choisi Oyo comme lieu de vie, c'est pas pour rien. Bien sûr. C'est pas pour rien. C'est pour être loin de tout ce qui pourrait aller le gêner. C'est pas pour rien. Alors, donc il faut attaquer aussi là-bas. Tout est calculé quoi, chez lui. Mais bien sûr. Il s'est caché à Oyo parce que c'est loin de Brazzaville. Qui passerait de point A à point B? Non, il n'y en a pas. Même le Brazzaville, il est juste à Oyo. Non, il n'y en a pas. C'est incroyable. Or, il faut l'attaquer là où il est aussi. Oui, aussi, exactement. Et concernant la désobéissance civile, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que... c'est pas très efficace. C'est quand même symbolique, c'est pas très efficace. Mais c'est la terreur, ça crée vraiment... de la psychose. Ah oui. Exactement. Alors, professeur Le, on va aller, là nous tirons vers les termes de notre émission. Alors l'autre question qui est d'actualité encore aujourd'hui, c'est voilà, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, de fait, président de la République, comme à son habitude, il continue à dérouler sa politique, ses stratagèmes au profit de son clan, et tout le monde voit que, il y a certains qui ont dit, même sur les réseaux sociaux, sur certaines émissions, certains ont dit, vous allez voir, le président, d'ici là, il va se déclarer malade, et il mettra en place un mécanisme pour faire passer, pour transmettre le pouvoir à son fils. Voilà. Alors, cette histoire de transmission du pouvoir, où le projet de la dynastie entretenu par le PCT, le système, parce que, en fait, on a l'impression que c'est une rumeur. Nous disons c'est une rumeur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le PCT, le système, a toujours procédé ainsi. Il jette un ballon d'essai et il voit les réactions. Et à partir de ça, il déroule son projet, il contourne, voilà, il monte son plan. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites à propos de cette logique de mise en place d'une dynastie au Congo-Brazzaville? Est-ce que vous pensez que les Congolais pourront accepter ce genre de choses? Est-ce que Sassou sera capable de nous d'imposer cela au peuple congolais? Alors, sans aucun doute, puisqu'on a vu Sassou sortir tous les enfants qui sont nombreux aujourd'hui et qui occupent les postes importants au Congo, filles et garçons, ce sont des Sassou. Mais du temps de Mariam Wabi, Sassou n'avait pas vraiment d'enfant, vous m'avez connu.
Mais ce n'est que progressivement, après son coup d'État contre le président Mitsouba, une fois bien installé, quand on a commencé à voir donc les enfants des Sassou. Voilà. Ok? Ça veut dire quoi? Il les prépare à prendre le pouvoir. Ça, c'est pas faux. C'est un rêve. Puisque ça a été comme ça au Togo, qu'il y a des macarons qui a donné le pouvoir à son fils, en fait, quasiment. Et en Guinée, Bissau, je crois. Chenguema aussi. Donc c'est pareil. Donc, il y a un mimétisme chez ceux qui n'ont pas la capacité de raisonnement. Qui n'ont pas la capacité de raisonnement. Voilà. Mais pour comprendre que faire comme ça, dans quel intérêt? Est-ce que ça ne va pas gêner vraiment le peuple? Est-ce que ça ne va pas gêner les voisins? C'est ça la folie quelque part. C'est un comportement de psychopathe. Je fais ce que je veux. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais moi je fais ce que je veux. C'est ça le psychopathe. Il agit pour son propre compte. Et Sassou, c'est ce qu'il va faire. Si on ne prend pas vraiment au sérieux cette démarche-là, parce que mais c'est un kiki là, mais qu'il a nommé mais des postes importants dans le pouvoir. C'est peut-être la deuxième personnalité ou la troisième, quoi. Mais c'est pas pour rien. Et on entend parler du petit-fils qui est allé chercher au Gabon, qui vit maintenant avec lui, mais qui l'amène partout. Donc Omar Bongo, fils, enfin petit-fils, il est devenu, d'après ce qu'on a lu, si c'est vrai, Sassou Deni. Sassou Nguesso Deni. Donc Omar, ça a été complètement écarté. Omar a été écarté. Voilà. Et gommé. Alors, si c'est vrai, mais c'est vraiment la méchanceté, quoi. Si c'est vrai, c'est vraiment la méchanceté. C'est quand même l'enfant de Bongo. Pour provoquer le peuple congolais. Même si. C'est infaisable. Même si Sassou avait livré sa fille à Bongo. Il a livré. C'est un proxénète. Bien sûr. C'est la vérité. C'est ça, faut le dire. Il a livré sa fille à Bongo pour avoir la puissance de Bongo, enfin, voilà, pour pouvoir bénéficier des atouts de Bongo auprès de la France, toujours. Parce que Bongo, c'était, comment dire, le premier pilier français en Afrique noire. En Afrique centrale. Ouais. C'est depuis Focard. C'est pas d'aujourd'hui, quoi. Ce n'était rien, quoi. Donc, ce schéma-là, il est tout à fait prêt dans l'esprit de Sassou Nguesso. Si je meurs aujourd'hui, ils ne seront pas étonnés. Les Mboulous vont dire, ça sera un tel. Ok, ça sera un tel. Et qui va contester? Puisque nous n'avons pas d'armée. Voilà. L'armée du peuple n'a plus jamais existé depuis, ça fait bien 40 ans, quasiment. Donc, méfions-nous. C'est sûr. Il faut se préparer. Voilà pourquoi vous me commencez à semer la terreur maintenant. Maintenant, ouais. À semer la terreur maintenant, comme l'a fait l'ANC, pour qu'ils se disent que si jamais ça se produit, ils vont aussi nous pourchasser partout où nous serons. Il n'y a que ce schéma-là qui pourra fonctionner. Qui pourrait fonctionner si vraiment tout le monde en prend conscience, quoi. Exactement. Effectivement, il faut empêcher cela parce que si aujourd'hui ça résonne comme un écho de la rumeur, mais il faut considérer, connaissant la bête, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, quand on a dit ça, nous avons parlé donc du système, du régime, nous avons parlé de l'opposition, mais nous avons parlé très peu de la diaspora. On va, en quelques traits, justement, faire un petit tour, jeter un regard sur l'action de la diaspora. Alors là aussi, après l'élection présidentielle,
Avant, on a entendu quand même quelques têtes de la diaspora dénoncer les conditions qui n'étaient pas réunies pour une élection présidentielle, qui avaient dénoncé, comment dirais-je, la tricherie, et qui demandaient à boycotter d'ailleurs l'élection. L'élection, ça a certainement concouru au taux d'abstention, mais après, Sassou est déclaré président, après il prête serment, et l'opposition de Brazzaville n'est pas toute seule à avoir les deux genoux par terre. Il y a aussi la diaspora qui a ses deux genoux par terre, parce que depuis, nous constatons que sur la place de Paris, par exemple, la place de la République est restée vierge, vide. Les Congolais n'y sont pas, alors que d'habitude, ils se donnaient rendez-vous là-bas pour protester, pour contester. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a aucune action qui est menée. Ici aussi, au niveau de la diaspora. Ça veut dire qu'au sein de la diaspora, il y a un problème. Alors, mais on a vu quelques jeunes qui ont pris leur courage en main, qui ont fait le déplacement pour la haie. Ils ont été à la CPI déposer une requête indexant le pouvoir de Brazzaville, désignant le criminel, et ils sont partis avec des éléments pour prouver qu'effectivement le pouvoir de Brazzaville est un pouvoir criminogène, est un pouvoir criminel, et que la CPI devait commencer à s'intéresser à ce pouvoir. Alors, je ne sais pas si vous avez fait le même constat, que la diaspora est restée, et jusqu'aujourd'hui, encore, peut-être qu'elle est en train de s'organiser, mais en tout cas, cette forme d'organisation est en train de prendre beaucoup de temps, et c'est pas certainement comme ça qu'elle pourra soutenir l'opposition qui est au Congo. Voilà, parce que je pense que la diaspora, ça doit être en quelque sorte un moteur, un laboratoire de réflexion, etc., pour seconder, justement, pour appuyer les actions de l'opposition à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pensez de la diaspora aujourd'hui, de la place qui lui revient ou de la place qu'il n'arrive pas à prendre? La diaspora a pris un sacré coup depuis l'élection du 20 mars 2016. Sacré coup. Avant cela, nous étions très organisés. Combien de manifestations nous avons tenues? Combien de réunions? Nous étions nombreux. Il y avait les assises, il y avait Conga, Sika. Moi déjà, j'ai pris part à la création depuis que je suis à Paris. La paire d'essais, nous l'avons créée avec Martial Bouloud. On se réunissait à Paris, au McDo de la rue Tolbiac. Nous étions Maguile Molo, moi, Guy Mafimba, Bouloud, Mampouya Patrick Eric, il y avait moi, nous avons à peu près 6 ou 7. Et après 2002, nous avons créé le Codicor. Avec Bama Raphaël, avec Auguste Madjumbo, avec Marcel Diafo. Nous étions nombreux. On a même déposé les gerbes de fleurs à la place de Brazzaville à Paris dans le 15e. On était nombreux. Puis, le Codicor, on a tissé les liens avec le collectif des partis des 17 au pays, donc Mathias avec Mirassa, avec les autres. Donc on s'est dit, bon, ça c'est l'opposition qui est là-bas et qui est reconnue, donc il faut qu'on soit vraiment en synchro. Et on a créé le comité d'action au sein de Codicor et on a créé le Congo Africa d'ailleurs. Après Codicor, on a créé le Congo Africa en 2010 ou 12. Dans un hôtel à Paris, notre gare de l'Est. On était dans la salle peut-être 100 personnes. Il y avait du monde. Oui, à l'époque, franchement, ça bouillait. Mais il y avait de matière là-dedans. Là. Combien de Français réunis là-bas? Il y avait du monde. Puis on a créé
Il y a des gens qui disent, ah ouais, on va créer des assises. Mais c'est quoi des assises? Ah ouais, ça sera un groupe, mais c'est pas une association. Bon, d'accord. Pour ne pas donner l'impression que nous sommes des saboteurs, on a donc accepté d'aller vers ce que voulait créer dans l'assise. C'était le défunt Marc Mampigou. C'était qui? Marc Mampigou, non? Non. Malika. Voilà. Jean-Luc Malika. Bon. Donc, tout était là. On se réunissait dans le 18e, on était peut-être 200. Avec du monde. Ça veut dire que là, il y avait un engouement parce que nous avions un groupe qu'on soutenait, un groupe de l'opposition, qu'on soutenait, malgré les actions mais qui nous menaient, qui n'étaient pas efficaces. Ok. Parce qu'il faut exister aussi, hein, vraiment sur le terrain. C'est pas par le nom. Hein. Sur le terrain, il faut qu'il y ait des actes. Il n'y en avait jamais. Ok. Moi, j'ai dit, écoutez, quand Mathias venait, donc on se retrouvait donc chez lui, j'ai créé un groupe qu'on appelait le groupe Montparnasse. Pour le soutenir lui, pour lui donner des idées, et il nous réunissait chez lui. Je lui ai dit, mais toi tu viens du pays, mais est-ce que tu as un site internet? Oh non. Mais est-ce que tu as un journal? Oh non. Ah, mais comment tu es opposant et tu n'as rien? Comment tu fais? Oh, j'organise des réunions dans un coin. Le public va t'interroger. Comment tu vas proposer? Mais c'est pas bon. J'ai dit, bon, je vais te créer quand même un site. J'ai créé un site sur internet. Congo-Brazza démocratie maintenant avec Joe Mathias. Donc tu t'envoies la maquette et toi tu mets là où j'ai dit, dans le cases là, tu mets donc le truc. Après, moi je peux arranger ça, mettre en forme. Pour sortir le numéro 1, c'était pas simple. Non, le numéro 00. J'avais la vachement encore. Ça n'a pas été simple. Je ne voulais pas. Donc, on commence à douter que si c'était vraiment un vrai opposant ou un. Voilà. Bon, il avait son parti, de l'UPRS. Bon, donc après ce groupe-là, dans les assises, on se retrouve tous nombreux, on est là. Bon, ok. Mais au niveau du pays, on ne sent pas. Et on organise une rencontre de l'opposition à Paris Charenton. Ils sont tous venus à Paris. Jean Mathias, et Ngolondele, et Kim Fischer. Paris Charenton. Je ne sais pas, mais c'est peut-être. Moi, j'étais là-bas. Ouais, j'étais là. Il a fait un bon de fou. Il y avait fou, vraiment. C'était nous. C'était vraiment formidable. Donc on s'est dit, nous partons vraiment. C'est fort. J'avais l'ambiance folle. On se disait que là, ça prend. La mayonnaise prend comme on dit. Vraiment, la mayonnaise, elle avait pris. Elle avait vraiment prise. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Et quand on pose la question à ton fils, comment vous allez faire pour prendre le pouvoir? Et sa réponse, on compte sur le génie congolais. Ah. Génie congolais, mais il faut le créer, le génie congolais. Le génie congolais, mais ça ne veut pas. Bon, après quand on a eu en 2009 d'André, après, s'asseoir, continuer à gérer, et quand vient l'élection du 20 mars 2016, Coco rentre dans Condance, il a estimé qu'il pouvait l'être. Il a fait vraiment son courage. Entre deux mains. Moi, j'ai vu au téléphone. Avant qu'il aille voir avant d'aller au tribunal. Je lui ai dit, ouais, mais grand frère, mais là, tu vas la dernière fois, tu as envoyé ton avocat, mais cette fois-ci, mais tu vas toi-même. Il dit, ouais, mais tu sais, ce pays, si tu ne veux pas, tu viens me chercher par la force. Donc, autant y aller. Voilà. Au téléphone. Il est allé.
C'était pour toujours. C'est pour toujours. Donc, c'est pour dire que s'il n'y a pas un contrepoids efficace, même, tu vas toi seul, tu es perdu. Voilà. Et aujourd'hui, donc on a oublié quoi. On a oublié. Le communiste a dit ça. Ouais, pareil. Ils sont oubliés. Voilà. Ils sont oubliés. Oublié. Donc le kilo c'est pas tout. Mais il faut avoir le soutien. Mais si le soutien n'est pas préparé. Voilà, il faut préparer. Son soutien n'est pas préparé. Donc il faut d'abord pour être le candidat qui se prépare déjà. Est-ce que je peux passer là? Est-ce que les gens me soutiennent, être convaincus que tu as derrière toi un groupe? Voilà. Si tu n'as personne derrière toi, mais tu vas pas aller loin. Eh oui. Voilà. Et c'est ce qui manque effectivement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au niveau de la diaspora, on n'a pas tiré de leçons, et puis on ne veut pas s'inspirer de ce qui s'était, parce que vraiment l'opposition, la diaspora ici en France, en ces temps-là, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Oui, c'était impressionnant. Quand les opposants, j'ai toutes les vidéos qui viennent ici, quand même, il fallait le faire. Hein. Moi j'étais chargé, j'ai toujours utilisé la caméra. D'accord. Donc toutes les manifs, j'ai ça dans mes archives. D'accord. Non, franchement, c'était la belle époque. C'était vraiment. Et après, le 20 mars 2016, avec l'emprisonnement de Moukoko, au Gombe, ça, c'est tout a. Comment, mais tout a pris fin, quoi. Il y a eu vraiment une cassure, donc il n'y a plus de réunion. On se réunissait ici, mais dans la salle à côté avec le mouvement Raphaël. D'accord. Combien de fois sont venus dans cette salle-là? Il y a eu Nyarasa, il y a eu Ngolondele. Ils étaient nombreux dans la salle, là, mon frère. Des opposants qui sont venus à une réunion organisée par le comité d'action, là, en face. Donc, on fait social. Ouais. Non, c'était. Vous comprenez? Donc, tout a disparu. Tous les gens dont j'ai cité les noms, là, qui sont. Chacun sait exister là où il est, mais sur le plan politique, il n'y a plus les liens qu'on avait. Justement. Voilà, tout a été complètement descendu. Et nous restons là. Bon, moi j'essaie d'exister parce que, écoute, par mon expérience antérieure, depuis Michel, donc je continue comme ça, j'ai laissé. Sinon, j'avais ce métier en quoi. Mais je dis, autant j'ai continué comme ça, j'ai vécu avec ça, mais je ne peux pas me taire. Bien sûr, il faut continuer à prendre la parole. Voilà. Et puis, donc, je pense que, en ce qui concerne la diaspora, de la même manière que nous demandons aux opposants de l'intérieur du pays de s'unir, de se rassembler, ben, je pense que c'est le même appel qu'il faut lancer ici au niveau de la diaspora. Nous devons. La diaspora se réunissent, voilà, se rassemble, se mobilise et puis lancer des actions. Imaginez toutes sortes d'actions pouvant participant à faire pression sur le pouvoir de Brazzaville. Oui, bien sûr. Il n'y a que comme ça qu'on peut plier une dictature. De toute façon, il n'y a pas de dictature qui reste en vie et vitam aeternam. Avec toujours un moment où il atteint un stade de cumul et que, bon, voilà, soit elle s'écroule par elle-même, soit elle est poussée à sa destruction par justement une force efficace. Oui. Alors, professeur, donc nous sommes arrivés au terme nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maintenant, il vous revient de vous adresser justement à l'opposition, au peuple congolais de Brazzaville, et puis aussi un mot pour la diaspora. Donc, en conclusion, il faut remobiliser les masses. Vous avez la conclusion de l'émission. En tout cas, la conclusion, d'abord, je vais m'adresser au peuple congolais. On ne peut pas vous abandonner parce que nous connaissons votre situation qui est vraiment dramatique depuis presque 40 ans, quoi.
40 ans de domination par Sassou Nguesso et puis son clan, 40 ans de misère, 40 ans d'absence de progrès. Depuis toujours, c'est pas normal. Sassou qui déloge des gens de là où ils ont construit. C'est jamais vu. Puis jamais vu. Donc, nous avons une pensée pour vous, mais qui est permanente. Tant que vous vivrez dans cette situation-là, nous ici, nous ne serons pas aussi dans la paix intérieure, comme on dit, quoi, parce que vous êtes nos parents. Vous êtes nos parents. Vous devez vivre une vie normale. Le pays, c'était un pays qui était bien, un pays riche, et qui a été complètement appauvri par un seul homme puis son clan. Et là, nous faisons tout quand même pour qu'on puisse vous soutenir. Mais il faut des gens sur place capables aussi de prendre vraiment le relais pour pouvoir aussi vous faire, vous soutenir, vous apporter le message donc, de soutien et l'énergie qu'il faut. Donc il faut qu'il y ait une position efficace. Efficace, pas une position qui porte le nom, non. Une position efficace, capable d'entreprendre, capable de décider, capable de s'opposer, avec le soutien du peuple. Et ça, c'est une recommandation vraiment capitale. Mais tant que chacun sera dans son camp, rien ne marchera. Et ça va toujours en profiter pour écraser tout le monde. Maintenant, nous ici, la diaspora, nous avons été vraiment rassemblés pendant des années. Depuis la présidentielle du 20 mars 2016, nous avons pris l'eau. Les liens que nous avions ont été presque plus ou moins rompus avec certains. Hein. Et beaucoup d'entre nous, je crois, ne voient plus vraiment l'intérêt, même s'ils ont gardé le souvenir, même s'ils veulent encore vraiment revenir dans le champ du combat politique, ils ont vraiment les pas lents. Les pas lents. Et ça, cette lenteur, cette lourdeur, par le passé vécu qui les a vraiment terrassés, c'est pas facile. Mais il faut que je leur dise, on ne termine que le travail qui a été commencé. On ne termine que le travail qui a été commencé. Un travail qui a été commencé, qui n'a jamais été terminé, il faut le poursuivre. Et la vie, c'est ça. Nous sommes nés, on poursuit la vie, et jusqu'à la fin. Donc il faut respecter cette loi-là. Travail commencé, c'est notre naissance. Travail poursuivi, c'est notre croissance jusqu'à l'adulte, jusqu'à la procréation. Et terminé, c'est jusqu'à la mort. C'est la règle de la vie que je suis en train de citer là. Donc il faut continuer le travail que nous avons commencé. Et le terminer avec de nouvelles générations pour qu'ils prennent bien conscience que nous avons commencé un travail. Et ils vont assurer le relais. Et c'est ça. Mais tant que certains vont rester dans leur coin en train de regarder le mur, mais rien ne changera. Donc, mes amis, mes frères de l'opposition, mes frères de la diaspora, il faut être aussi unis. Si vous voulez organiser quelque chose, essayez d'abord de rassembler les gens pour en discuter. Mais si vous décidez tout seul dans votre coin, c'est pas mauvais. Mais d'autres qui n'ont pas été informés, ils ne vont pas vous suivre. Donc il faut qu'il y ait un partage. Toute démarche politique va être partagée. Il faut avoir ça dans l'esprit. Toute démarche politique doit être partagée. Si vous allez donc à la haie, ok, mais c'est très bien. Mais il aurait fallu quand même commencer par organiser une réunion, une discussion, pour voir qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Ceux qui sont d'accord, ceux qui sont majoritaires, ils mènent le combat. Voilà comment ça fonctionne. Mais si vous n'êtes que vous deux, vous trois, nous sommes décidés, nous allons faire. Et les autres, si c'est la majorité qui n'a pas suivi, c'est déjà une scission, quoi. Et c'est ce qu'il faut éviter, justement. Donc, soyons toujours dans l'action collégiale. Collégiale. Mais dans l'action
groupusculaire, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est pour vous faire voir, bon, ok, mais chacun son choix. Mais il faut toujours penser à l'unité. Car les 5 doigts forment la main et forment la force. Mais l'autre tout seul, il ne fait pas la force. Donc il faut garder ça en mémoire. C'est l'unité. Donc c'est l'union. Plus il y en a, plus il y a la force. Voilà. Donc moi je ne désespère pas. Tant que ma tête est encore en place, je ne désespère pas. Mais je dois dire les choses telles que je le pense, moi. Parce que je suis congolais. Je suis africain. Et si le Congo monte, émerge, devient un grand pays, les autres pays vont se suivre. Et l'Afrique va donc gagner donc en image. C'est ça la démarche qui est la mienne. Voilà. Non, ne désespérons jamais avant la fin de la vie. Merci. Merci beaucoup, professeur Ferdinand Eugène Loubedo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. La chaîne Lumière du Congo vous exprime toute sa reconnaissance pour les lumières que vous venez de déverser sur, en direction de vos compatriotes, je dirais en direction du peuple congolais, mais pas que en direction de vos frères d'Afrique. Chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission sur la chaîne Lumière du Congo. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon cher frère. Et à nous revoir très bientôt. Voilà. Hein? Porte-toi bien. Voilà, toi aussi, porte-toi bien. Ouais. Et surtout, porte-toi bien parce que moi aussi, je vais faire l'effort de bien porter pour les prochains rendez-vous. C'est important. Merci bien. Et que notre peuple congolais ne désespère pas. Ah ben non. Ses filles et ses fils, partis au loin, ne cessent de penser à lui. Tout à fait. Merci. Merci.